OK, donc on pourrait commencer peut-être. Bonjour tout le monde. Euh, Nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui professeur Vincent Duclon-Bélanger, qui est professeur au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Aujourd'hui, il va nous présenter un séminaire sur les technologies numériques et la santé mondiale. État des lieux, implications éthiques et sociales. Donc, je vous en prie pour partager votre Oui. écran, Vincent. Et vous voyez bien? Oui, Excellent. Donc, tout d'abord, merci de l'invitation. Merci de l'invitation et merci pour l'introduction, Alima. Donc, oui, je vais vous présenter commencer par un petit survol un peu rapide de l'état des lieux dans l'utilisation des technologies numériques et de la santé mobile en santé mondiale, en ce qu'on appelle souvent en anglais Global Health. Donc, au cours des dernières années, on peut dire que la santé mobile, l'utilisation des technologies mobiles a suscité un intérêt considérable. Donnez-moi un petit instant, OK? Excusez-moi, là, c'est parce qu'il y a un petit peu de bruit en arrière, je vais chasser. Donc, un intérêt considérable en santé mondiale, soutenu par différentes institutions. J'en ai placé quelques-unes ici, mais il y en a beaucoup plus que ça, là. Comme les Nations Unies, la Fondation Gates, Bill et Melinda Gates, l'UNICEF, le CDC pour l'Afrique, la Banque mondiale. Donc, les projets de santé mobile prolifèrent rapidement. On peut dire depuis une dizaine d'années, certainement, donc ce n'est pas nouveau. La promesse qui est associée à la santé mobile, c'est de pallier, disons, le manque d'infrastructures de santé, d'améliorer l'accès aux soins de santé et de faciliter la surveillance de la santé des populations. Mais comme beaucoup d'autres approches technologiques qui visent à remédier aux inégalités structurelles en matière de santé, on note, et c'est souvent une plainte qu'on retrouve dans la littérature dans le domaine, une forme d'écart entre les promesses associées à la santé mobile en contexte de santé mondiale et l'impact durable est démontré sur le terrain. Souvent, on a affaire à des projets qui sont des projets pilotes. C'est aussi une plainte un peu récurrente, l'idée qu'on aurait affaire à une forme de... Euh, en anglais, on dit pilotitis, une maladie chronique qui serait le pilote, qui est le fait que c'est toujours des projets pilotes qui se succèdent et qui travaillent souvent un peu en vase clos, sans nécessairement communiquer ou mener à une mise à l'échelle ou mener, encore une fois, à une intégration au système de santé. C'est particulièrement le cas en Afrique subsaharienne où j'ai mené la majorité de mes travaux. Donc, je vais tout de suite sauter dans une étude de cas qui démontre un peu de ces problèmes-là, qui démontre aussi l'importance de s'intéresser aux effets à long terme de des projets pilotes et de des projets qui sont pensés, qui sont conçus à court terme et qui utilisent la technologie. Et parfois, on néglige un peu les conséquences qui sont moins visibles à long terme de ces projets-là. Donc, je vous amène à Nouna. Nouna, c'est un district, c'est aussi une toute petite ville et qui est dans l'ouest du Burkina Faso, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est très proche de la frontière du Mali. Plus précisément, je vous amène au Centre de recherche en santé de Nouna, qui est un centre national de recherche en santé en milieu rural au Burkina Faso. Vous voyez ici la fiche quand on rentre sur les lieux. Et pour vous parler d'un projet qu'on appelle MOSAN, MOSAN qui est tout simplement un acronyme pour mobile santé ou santé mobile. Donc, MOSAN qui est un réseau de santé mobile. On utilise, vous avez sûrement déjà entendu le terme mHealth en anglais, même en français, on l'utilise des fois. Là, on va placer mHealth en italique. Donc, c'est un réseau de santé mobile de mHealth qui a été lancé par le Centre de recherche en santé de Nouna en 2014. Donc, ça fait un certain temps, qui était financé par le CRDI à Ottawa, donc le Centre de recherche en développement international du Canada. Et le contexte dans lequel ce projet-là a été lancé, il faut spécifier que c'est un contexte dans le district de Luna où est-ce qu'on avait un assez fort taux de mortalité maternelle et infantile.
une situation qui est entre autres causée, pas seulement, mais entre autres causée par un accès limité aux services de santé maternelle et infantile. Par exemple, dans le district rural de Nuna, c'est seulement quelque chose comme 60% ou un peu moins du 2 tiers des accouchements qui se déroulent dans un centre de santé et moins de 30% des femmes enceintes effectuent les 4 consultations prénatales recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est le contexte très, très, très rapide là, dans lequel Mosan a été mise en place dans le but d'améliorer le suivi de la santé maternelle et infantile en utilisant la technologie mobile. Je vais vous expliquer dans un détail, dans un instant, quel type de technologie qui a été utilisée. Les objectifs de ma propre contribution à ce projet-là, à Mosan avait différentes composantes, là, mais une des composantes, c'est une recherche qualitative. Il y avait aussi une recherche quantitative qui était menée par différents chercheurs en santé publique du Centre de recherche en santé de Nuna. Dans la composante qualitative, c'est une recherche que j'ai menée principalement en 2014 et 2018, mais qui se continue encore aujourd'hui. Je vais en parler un peu plus tantôt. Mais à la base, qui a été menée en collaboration avec 2 chercheurs du Centre de recherche en santé de Nuna, soit Hélène Sawadogo et Amidou Sanou, qui sont 2 étudiants gradués là-bas. On a publié plusieurs articles ensemble. Donc, généralement, là, je présente tout seul aujourd'hui, mais souvent, on présente à 2 ou à 3 ou on publie à 2 ou à 3 quand on parle de cette recherche-là. D'ailleurs, on a publié il y a quelques semaines un article sur ce projet-là dans la revue médicale de l'ANSET. Ensemble, les 3. Donc, l'objectif principal de Mosan et de notre étude de Mosan, c'était d'étudier l'impact de la technologie mobile sur l'utilisation des services de santé maternelle et infantile. Et j'ai marqué ici sur les infrastructures sanitaires, ainsi que sur les pratiques de soins. De même qu'on a essayé de porter une attention particulière à l'impact du réseau aux implications sociales et éthiques du réseau qui a été mis en place, qui était Mosan. Donc, c'est vraiment une recherche-action, si on peut dire, au sens parce qu'on mettait en place un réseau avec les gens du Centre de recherche en santé de Nuna et qu'en tant qu'ethnographe, en tant qu'anthropologue et sociologue, on s'intéressait aux conséquences, aux implications sociales et éthiques, et de même que sur les pratiques de soins localement dans les villages et dans les centres de santé. Les centres de santé, là, je vais y référer comme étant les CSPS. C'est essentiellement des centres de santé locaux. Un centre va desservir 4-5 villages et dans chaque centre de santé, il y a différents types de soins. C'est là qu'idéalement, si on suit la loi, même au Burkina Faso, les accouchements vont avoir lieu. C'est des centres de soins primaires de proximité, si on peut dire, malgré que parfois la distance peut quand même être assez grande avec les villages. Donc aujourd'hui, je vous présente un genre de survol de cette recherche-là, mais aussi je vais porter une attention particulière à une dimension qui est souvent négligée et que c'est possible d'avoir aujourd'hui cette rétrospective-là parce que c'est un projet qui date déjà de quelques années, c'est-à-dire les effets à long terme. OK? Donc, comme je l'ai mentionné, Mosan suivait la santé des femmes participantes depuis le début de la grossesse jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de 2 ans. Le système technologique était relativement simple. Moi, j'imagine si on compare au type d'application que vous-même pouvez concevoir, c'est-à-dire c'est un système d'envoi de rappels de rendez-vous médicaux par téléphone. Et ces rappels-là, on est quand même dans une région où les téléphones cellulaires ne sont pas particulièrement répandus. La plupart des foyers n'en ont pas. La plupart des gens connaissent des gens qui en ont, mais du moins, c'est surtout chez les femmes dans les maisonnées, la plupart n'avaient pas de téléphone avant Mosan. Et donc, dans ce contexte-là, les rappels étaient envoyés à des marraines. C'est des marraines que vous voyez sur la photo présentement, qui ont été sélectionnées pour accomplir ce travail-là dans les villages. C'est un travail qui était payé. Les marraines donc, étaient employées par Mosan pour faire ce travail-là. Elles étaient équipées d'un téléphone portable qui était fourni avec le projet, ainsi que d'un vélo. Le vélo leur permettant de circuler
aussi bien à l'intérieur des villages que vers les centres de santé parce que souvent, ça demandait beaucoup de déplacements. Donc, chaque marraine recevait un téléphone, recevait les messages, des rappels de rendez-vous et était responsable du suivi d'un certain nombre de femmes de leur village respectif. Donc, les marraines, essentiellement, après avoir reçu les messages, devaient sensibiliser les femmes et leur rappeler les consultations pré- et postnatales. Donc, vous voyez, c'est un téléphone assez de base qui est ici. C'est écrit en anglais, mais en réalité, c'est seulement parce que j'étais un petit peu paresseux, puis c'est l'importation d'une présentation qui était faite en anglais, mais en réalité, le projet au Burkina Faso était en français. Donc, vous voyez les vélos à gauche, le téléphone à droite, une technologie assez simple, mais il y avait aussi une dimension technologique dans les centres de soins, dans les fameux CSPS dont j'ai parlé. Pareil, donc, les centres de soins étaient équipés d'un ordinateur. Il y avait une petite salle de serveur. Ça, c'est la photo en haut à droite, c'est au Centre de recherche en santé de Nouna. Donc, ce n'est pas dans chaque CSPS, mais dans les CSPS, il y avait un ordinateur équipé d'un dossier médical électronique. Donc, comme vous le voyez en bas à droite. Et ça permettait, dans le fond, de faire le suivi. C'est ça qui générait les rappels automatisés. Le suivi, dans le fond, le personnel soignant. Généralement, dans un CSPS, il y a un infirmier et bon, là-bas, on utilise le terme accoucheuse, c'est l'équivalent d'une sage-femme, donc une infirmière sage-femme et un infirmier. Et eux vont rentrer l'information manuellement dans le système de dossier médical électronique. Et cette information-là, après ça, devait être automatiquement communiquée par les téléphones aux marraines. Donc, essentiellement, là, je sais que c'est un résumé assez rapide, mais dans une vingtaine de villages, 26-28 villages, dépendamment du moment, desservis par 5 CSPS, Mossane réunissait plus ou moins 1500 femmes enceintes par l'intermédiaire de 52 marraines. Ce n'est pas un énorme projet, mais quand même. Des techniciens, des chercheurs, une infrastructure numérique, des choses un peu plus de base comme les vélos, des panneaux solaires portables. Donc, c'est un projet, il faut savoir que dans la plupart dans tous les villages impliqués, de même que dans la plupart des CSPS, il n'y a pas d'électricité. Essentiellement, donc, les panneaux solaires portables permettent de recharger les téléphones et l'ordinateur dans le cas des CSPS. Donc, des téléphones, des cartes de recharge, des cartouches de recharge pour les crédits, essentiellement, qu'on met sur les téléphones pour pouvoir faire les appels et les recevoir. Donc, tout ça est rassemblé dans un gros réseau à caractère un peu expérimental. Par contre, assez rapidement après le lancement, comme c'est souvent le cas dans des projets comme celui-ci, là, il y a eu des ajustements à faire. On s'est rendu compte que c'est devenu un peu évident que les personnes, les informations et même la technologie ne circulaient pas de manière aussi fluide que prévu sur ce réseau-là. Il y a eu des défis de différents types. Premièrement, des défis techniques et d'utilisation. Les téléphones, par exemple, les panneaux solaires et les bicyclettes étaient fréquemment brisés ou défaillants. Donc, ça prenait un effort constant de réparation. Par exemple, pour les marraines, de recharger leur téléphone aussi dans des magasins locaux lorsque les panneaux solaires tombaient en panne. On a réalisé même que le transport des téléphones dans des vêtements qui n'étaient pas conçus nécessairement avec des poches était devenu un obstacle au travail des marraines dans les champs. Donc, ils avaient même conçu une forme de pochette qu'on met dans le cou pour transporter le téléphone. Il y avait des obstacles un peu plus structurels. Infrastructurels, je veux dire, c'est-à-dire que la mauvaise connectivité du réseau a nuit au système. On a réalisé assez rapidement qu'à certains endroits, le réseau était assez bien dans les villages, à d'autres endroits, il était beaucoup déficient. Donc, c'est possible de faire des appels qu'on sait où aller, mais d'en recevoir, qu'on circule un peu partout, ce n'est pas nécessairement évident. Donc, des fois, les messages rentraient beaucoup trop tard, beaucoup en retard ou ne rentraient pas. Une des leçons, je dirais, là, de base là, du système, c'est l'importance de Mossane, je veux dire, l'importance du travail de réparation
et de maintien des technologies, même les plus basiques, les plus de base. Donc, à quel point il faut planifier à l'avance comment est-ce que ça va s'entretenir, cette infrastructure-là, et ne pas prendre pour acquis que ça va se faire tout seul. Donc, il y a vraiment un travail, qui va faire quoi, et donc, ça prend une proximité du terrain pour être capable de faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à partir d'Ottawa ou de Washington ou de Seattle. Une petite citation d'une marraine ici. La difficulté, c'est que lorsque nous dormons en brousse, le portable se décharge. En brousse, c'est essentiellement au champ. La nuit, on ne peut pas le brancher à la plaque. Donc, oui, évidemment, il y a une saison, les récoltes, par exemple, où on va beaucoup dormir au champ. Et là, nous autres, ça n'a pas nécessairement été prévu que, ben oui, comment le portable va se recharger ces journées-là. Deuxièmement, il y a des dynamiques de genre qui ont eu une influence sur la mise en œuvre. Parfois, les maris des marraines essayaient de les empêcher de rendre visite aux femmes enceintes. À d'autres moments, ils cherchaient à contrôler le téléphone fourni aux marraines pour l'utiliser à leur propre fin, ce qui peut soulever toutes sortes d'enjeux éthiques de confidentialité des données. C'est certain que si le téléphone se met à circuler et qu'on parle de grossesse, qu'on parle de... il y a toute une confidentialité qui est associée à ces informations-là et il peut y avoir un bris de confidentialité. Un troisième type de données de défi, c'était, on peut appeler la gestion des données. Ça, c'est particulièrement le cas dans les centres, dans les CSPS. Par exemple, les travailleurs de la santé disaient ça augmente notre charge de travail puisque tout ce que tu faisais avant sur support papier, tu vas le faire et après, tu vas les introduire dans l'ordinateur aussi. Donc, ce n'est pas comme si ça avait éliminé le support papier. En réalité, ça a doublé la charge de travail puisque les travailleurs de la santé continuent de faire le support papier. Et donc, c'est des journées extrêmement chargées. C'est du monde qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce n'est pas toujours été facile pour les agents de santé de prioriser le travail de saisie des données par rapport à leurs autres tâches plus urgentes, ce qui peut amener, par exemple, à omettre certaines consultations ou les saisir dans le système un peu tardivement. Donc, il y a une forme de redondance qui est assez chronophage et qui est fréquente dans les projets mHealth. Donc, ce n'est pas unique à ce projet-là, c'est quelque chose qu'on redoutait un petit peu à l'avance parce que c'est assez fréquent. Souvent, ça redouble la tâche en termes de saisie des données. Et je peux me permettre le commentaire, c'est un peu normal qu'on continue de le faire en format papier en même temps aussi parce que ces projets-là sont des projets pilotes qu'on sait pour une durée limitée. Donc, si on se met à se fier sur un système de dossier médical électronique qui a une durée de vie limitée, ben dans ce cas-là, après ces 3 ans-là, par exemple, du projet, ben on se ramasse qu'on n'a plus rien. Donc, où on se ramasse avec un autre projet qui arrive, qui suit celui-là et qui utilise une autre plateforme. Donc, il arrive à un moment donné où la continuité continue de se faire à travers le support papier. Et ça, c'est un problème de ces chronophages. Et finalement, une quatrième catégorie de défis, c'est qu'il y a eu quand même quelques conflits et tensions, même si Mosan a été généralement très bien accepté localement. Ça pouvait arriver que certaines femmes enceintes, et pour toutes sortes de raisons, de bonnes raisons, refusent de discuter de leur état de santé avec des marraines. Souvent, c'est parce qu'elles les considéraient trop jeunes et inexpérimentées pour aborder les questions liées à la grossesse. Donc, il y a eu aussi un peu de sentiment de, je dirais pas de jalousie, mais une forme d'envie liée au fait que ce soit un travail rémunéré dans un contexte où il n'y en a pas beaucoup de travail rémunéré. Il y a aussi certains conflits qui ont eu lieu avec les agents de santé. Par exemple, des agents de santé qui demandent aux marraines de faire du travail qui n'est pas prévu, qui se disent on va profiter de la présence des marraines pour les faire nettoyer le CSPS, des choses comme ça. Donc ça, il a fallu intervenir à plusieurs reprises pour rappeler que ce n'est pas du tout leur travail et c'est ça. Parlant de travail, en réponse à ces différents obstacles-là, Mosan a dû se transformer en un tout nouveau projet. C'est souvent le cas qu'il y a des adaptations dans un projet technologique, dans un projet de santé mobile. Mais dans ce cas ici, c'est vraiment été une transformation assez radicale en cours de projet. Le changement le plus important, ça a été l'extension significative du rôle des marraines. Dans ce nouveau système réaménagé,
les marraines ne se contentaient plus de seulement recevoir par téléphone un rappel de rendez-vous et le communiquer aux femmes qu'elles suivaient, mais au contraire, elles se sont mises à les accompagner physiquement, à pied ou en vélo, pour leur rendez-vous au CSPS, de même que pour les accouchements. Cet accompagnement-là est devenu un petit peu nécessaire pour pouvoir faire le suivi à l'aide d'un cahier papier que vous voyez ici à droite, en raison d'un système de rappel automatique qui fonctionnait, qui n'était pas fiable. Hein? Des fois, il fonctionnait, des fois, il ne fonctionnait pas. Donc, essentiellement, pour répondre à un réseau, à une infrastructure déficiente, une infrastructure numérique déficiente, la réponse, ça a été un accompagnement physique vers le CSPS et la tenue d'un cahier physique permettant de noter la prise de rendez-vous. Le téléphone est demeuré, je dois le mentionner, un élément assez essentiel dans ce nouveau rôle-là, mais d'une manière qu'on avait un peu moins vu venir. C'est-à-dire que dans le cadre de l'accompagnement, les marraines s'en servaient pour appeler les agents de santé dans les CSPS. Par exemple, les appeler à l'avance pour être certain qu'il y a bien quelqu'un et qu'il y a bien un lit de disponible, et donc on peut venir. Et aussi, il n'est pas rare que quand on fait un long déplacement de même, les accompagnements, parfois, ça peut se faire sur plusieurs kilomètres, du village jusqu'au CSPS, à pied, dans les conditions, c'est pour ça que j'ai placé la photo là, pour montrer que des fois, les conditions ne sont pas faciles, surtout en saison des pluies. Donc, ce n'est pas rare que pendant ce déplacement-là, le téléphone a été utilisé pour demander de l'aide. Donc, c'est vraiment devenu des accompagnatrices, les marraines. Et il y a une dimension de leur travail qui est un travail de soins, littéralement. Elles ont appris à aider, par exemple, à force d'assister et d'aider dans le cadre des accouchements, elles ont appris des choses. Elles sont devenues capables d'aider, d'accompagner les femmes, même en route, par exemple, et appeler les membres de la famille avec le téléphone, appeler au centre de santé pour dire s'il y a une urgence. Donc, le téléphone est devenu accompagné avec une forme de sentiment de sécurité pour circuler localement vers les CSPS. Bon, évidemment, je passe un peu rapidement sur un projet qui dure depuis plusieurs années. Un des impacts sociaux, un impact social qu'il y a eu, il faut savoir que dans la vie quotidienne de Mossane, comme je viens de le mentionner, le rôle des marraines est devenu beaucoup plus important que celui de seulement transmettre un message à l'aide d'un téléphone. À Nuna, les relations, des fois, peuvent être tendues entre la communauté et les agents de santé. Les communautés locales vont parfois hésiter à consulter ou par peur d'interagir avec les agents de santé. Donc, la présence des marraines a un peu transformé cette dynamique-là. On peut dire, puis les marraines s'identifient à cette formule-là, comme je le montre dans la citation ici, qu'elles sont devenues des intermédiaires entre les agents de santé et la communauté. Donc, ce qui est intéressant avec Mossane, c'est que ce n'est pas seulement la technologie numérique qui crée cette forme de médiation-là entre les communautés et les centres de santé, mais aussi les personnes qui les utilisent, qui sont devenus les principaux dispositifs de médiation, si on peut dire, là, de la santé mobile à Nuna. Un deuxième impact qui est très, très, très important, c'est, bon, pour leur part, les marraines participant à Mossane insistent sur le fait que leur expérience a été positive. La possession d'un téléphone portable, l'accompagnement et les séances d'éducation à la santé, ça amène quelque chose comme une reconnaissance sociale. Certaines vont se faire appeler docteur, un peu pour rire, mais pas tant que ça, vont recevoir des petits cadeaux. À certaines occasions, le fait d'être marraine va contribuer à donner du pouvoir au sein du foyer. Donc, ça peut remettre en cause les dynamiques de genre. J'ai dit tantôt que des fois, les hommes vont empêcher leurs femmes de faire leur travail de marraine convenablement, mais dans plusieurs cas aussi, même plus souvent, c'était l'inverse. Le fait de posséder un téléphone va jouer un rôle d'ascension, un rôle de empowerment, si on peut dire en anglais, là, au sein du foyer. De même que l'allocation qui venait avec le travail. Le salaire aussi donne un certain pouvoir au sein du foyer, au sein du village. Il y a une marraine qui dit, si je dois accompagner une femme enceinte, même si je suis en train de cuisiner, mon mari me dit d'arrêter et demande à un voisin de venir cuisiner pour que je puisse partir. Je trouve ça très agréable. Et ça, c'est été mentionné à plusieurs reprises. Donc, il y a un changement social qui a eu lieu dans le cadre de ce projet-là et qui est assez intéressant.
Hein? Maintenant, une des choses que je veux maintenant passer un peu rapidement pour tout de suite insister sur une dimension qui est trop souvent évacuée et qui est très, très, très peu étudiée, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces projets-là, parce que j'ai mentionné que le projet était actif de 2014 à 2018, lorsque le financement arrête. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de dire que le projet a eu un impact social important, mais qu'est-ce qui en reste de ça? Et qu'est-ce qui se passe avec ça lorsque ces projets, qui sont des projets pilotes, et comme je vous dis, il y en a des dizaines et des centaines qui ont été mis en place de projets pilotes de mHealth en Afrique subsaharienne, et on ne sait à peu près jamais. Les chercheurs finissent par se retirer, retourner dans leur faculté, retourner dans leur pays, retourner à d'autres projets, travailler sur d'autres projets, et on ne sait à peu près jamais ce qui se passe avec quelles sont les conséquences à long terme de ces interventions-là. Une des choses qui a été fascinante pour nous, c'est de réaliser, Hélène et Amidou, avec lesquels j'ai fait ce travail-là, sont retournés fréquemment dans les villages et ont fini par réaliser que les marraines continuent de faire leur travail, même si le projet est officiellement terminé depuis 2018. Donc, au moment où on se parle en ce moment, en 2021, ça fait 3 ans que la majorité des marraines continuent de faire le travail pour lequel elles étaient payées avec Mossad, mais elles le font maintenant de manière bénévole en utilisant une infrastructure technologique en décomposition, qui déjà avait ses problèmes, comme je l'ai montré, mais on peut imaginer qu'après 3 ans, sans soutien financier, c'est pas mieux. Donc, après 3 ans de financement, Mossad a épuisé son financement. C'était prévu comme ça. C'est-à-dire que c'est un projet pilote pour voir les effets sur 3 ans. Ça a été bien documenté. On a pu voir, par exemple, je fais une petite parenthèse, même si ce n'est pas autant ma propre recherche se porte un peu moins sur les dimensions quantitatives, mais il y a néanmoins a été montré que les secteurs qui étaient desservis par Mossad ont connu une augmentation dans la fréquentation des consultations prénatales, autant par rapport aux zones de contrôle que par rapport aux années passées. Donc, on a pu voir que le projet fonctionnait bien d'un point de vue santé publique, d'un point de vue sanitaire, mais malgré ça, le financement a été épuisé après 3 ans. Ça, c'est un manque de durabilité, comme je l'ai mentionné un peu en introduction, qui est parfois dénoncé, qui est souvent dénoncé, en fait, et qui est commune à beaucoup de projets dans le domaine de la santé mondiale. Donc, ce n'est pas unique à la santé mobile, mHealth, mais il y a comme une fixation sur des projets pilotes qui sont rapidement conçus et déployés. Et ça fait en sorte que souvent, ça offre des opportunités qui demeurent transitoires. Donc, les effets à long terme de ces projets-là ont tendance à demeurer un peu sous le radar, si on peut dire. Dans notre cas, quand on a découvert que les marraines continuent à faire le travail, nous-mêmes, on a décidé de poursuivre la recherche qualitative pour aller voir quelle forme ça prenait. Ça, c'est assez récemment. Donc, c'est des données qui ont été récoltées dans les derniers mois. Donc, on a réalisé qu'en effet, les marraines continuent de travailler de manière, malgré que la technologie de Mossad se dégrade lentement mais sûrement. On a découvert que les marraines avaient encore une fois réinventé le projet à partir de ce qu'il en reste, de ce qu'on peut dire de ces fragments, de ce qui reste d'un projet qui en soi officiellement n'existe plus. Donc, je vous présente des citations que je trouve très intéressantes. Une marraine dans le CSPS de la Baronnie qui dit je ne me suis jamais arrêté. Excusez-moi, il y a une petite faute ici. On dit que le projet est terminé, mais c'est le village qui m'a choisi. Donc, si le village ne me dit pas d'arrêter, je continue. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Une autre marraine qui dit le projet est terminé, mais selon moi, l'activité n'est pas terminée. Même demain, si je ne suis pas handicapé par aucune maladie, si une femme vient me demander de l'aide, je ferai ce que je peux faire. Donc, la distinction entre activité et projet est assez intéressante dans la dernière citation. Le projet est terminé, mais selon moi, l'activité, elle, n'est pas terminée. C'est comme si le projet avait installé des nouvelles habitudes, un nouveau rôle social que j'ai mentionné, donc un effet social assez fort, de nouvelles relations entre les marraines et leur communauté, que même si le projet lui-même se termine, tout ça ne va pas disparaître du jour au lendemain pour autant.
Évidemment, les marraines n'essaient pas de maintenir le projet tel qu'il était auparavant. Elles n'en ont pas les moyens et elles savent que Mossad ne va pas revenir sur sa forme précédente. Mais comme je l'ai mentionné, elles travaillent, si on peut dire, à partir de ces fragments, hein, des relations, des rôles qui ont été créés, des téléphones qui restent et génèrent des pratiques qui sortent de Mossad, mais qui aussi s'en différencient, divergent à différents égards. Une autre citation. Ce que nous avions appris avec le projet, on est habitué à le faire et on ne peut plus arrêter. Le projet nous a tout montré. On sensibilisait les femmes, donc après le projet, on ne peut pas arrêter de le faire. Les femmes aussi sont habituées à nous, donc elles ne peuvent plus nous laisser tomber et appeler d'autres personnes à n'importe quel moment de la journée. Ce qu'on voit ici, c'est que le travail d'accompagnement, qui est littéralement un travail de soins, effectué par les marraines, a eu des implications éthiques et affectives même importantes. Hein? Un sens d'obligation presque morale. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, puisque le projet technologique a transformé la relation des marraines avec les autres habitants de leur village, c'est pas quelque chose ces nouvelles relations-là, c'est pas quelque chose qui se défait facilement. C'est pas parce qu'on dit le projet est fini que toutes ces relations-là se détissent du jour au lendemain et se déprennent du jour au lendemain. Il y a une obligation morale ou éthique. Il y a quelque chose de très beau, si on peut dire, dans ce dévouement-là. Mais il faut il faut faire attention non plus de ne pas romancer un dévouement comme celui-là en négligeant les conditions matérielles très difficiles dans lesquelles les marraines continuent d'opérer. La plupart des téléphones, par exemple, sont hors service, d'autres sont perdus. Certaines marraines ont dû acheter de leur poche ou essayer même emprunter pour acheter un téléphone pour continuer leur travail. Certaines empruntent un téléphone. Les panneaux solaires sont également presque tout brisés. Après 3 ans, on s'entend, donc il n'y a pas eu de remplacement, pas eu d'entretien officiel. Donc, souvent, elles doivent acheter les crédits elles-mêmes, elles doivent recharger le téléphone à des boutiques au village pour pouvoir, et ça, c'est payant, pour pouvoir continuer de faire le travail. Donc, il y a tout un soin du matériel, je dirais, qui est impliqué dans la survie, dans ce qui reste de Mossad. Et d'une part, ça peut sembler, moi, je trouve ça littéralement touchant quand je vois cet engagement-là qui se poursuit dans le temps, mais d'un autre sens, il faut aussi voir que c'est une forme c'est une demande. C'est demandant, c'est un travail extrêmement difficile et il faut pas négliger cette dimension matérielle, même économique, là, qui est importante. Donc ça soulève des questions avec lesquelles je vous laisse un peu. C'est quand est-ce qu'un projet technologique comme Mossad est réellement terminé? Est-ce que le projet se termine parce qu'il n'y a plus de financement? Est-ce qu'il se termine quand on ne le voit plus? Par exemple, il y a beaucoup de ces développements-là dont j'ai parlé. Est-ce qu'ils sont connus à Ottawa? Je ne pense pas. Que par exemple, les créanciers, les subventionnaires, les financeurs, je cherche le bon mot français, l'agence de financement du CRDI soit au courant de ce qui se passe là. Ils vont certainement l'être. On va sûrement avoir une discussion avec ça éventuellement, mais de 2018 à 2021, ce travail-là bénévole a continué. Encore une fois, hors du radar, sous le radar. Donc, est-ce que ça fait en sorte que le projet est terminé ou est-ce qu'on est encore dans Mossad, on n'est plus dans Mossad? Donc, quelles sont les implications à long terme de projets qui sont conçus sur le court terme? Est-ce que c'est éthique ou socialement viable même que au moment où est-ce que Mossad avait lieu, en 2014 et 2018, il y en avait des dizaines au Burkina Faso, des projets comme celui-là. À peu près chaque région avait son projet, avec son propre créancier, avec sa propre organisation. Et je me souviens même d'avoir fait un entretien au ministère de la Santé du Burkina Faso et on me disait, on ne sait pas vraiment il y en a combien. Hein? Donc, il y avait tellement de projets que même le ministère avait un peu perdu. On ne savait pas, il y en avait. Et donc, les gens, c'est un peu, on pourrait dire, un Far West. Là. On arrive en Afrique subsaharienne, on déploie plein de projets, on publie quelques articles, on ferme les livres et le projet est terminé.
Et donc, qu'est-ce qui subsiste et sous quelles conditions? Et est-ce que ça ne serait pas justement une forme d'obligation des chercheurs, ou du moins, obligation, c'est peut-être un terme un peu fort, mais du moins, il ne devrait pas y avoir un intérêt plus fort chez les chercheurs que d'essayer de comprendre les effets de leurs interventions, qu'est-ce qui a subsisté, que ce soit positif ou négatif, et à plus long terme. Ce qui est intéressant avec Moissan, c'est pas tant de savoir, en tout cas, c'est une forme de conclusion ici, c'est pas tant de savoir comment le projet aurait pu être mis à l'échelle. Peut-être qu'il aurait pu être mis à l'échelle au niveau national. Qui l'aurait subventionné, ça reste à voir. Ou même comment un meilleur projet aurait pu être conçu. En ce qui me concerne, une des choses qui est particulièrement intéressante, c'est justement comment des fragments, comment des habitudes, du travail, des obligations morales, etc., des relations relativement fragiles ont pu survivre au projet. Hein? Et perdurer une fois que le projet est brisé. Comme le suggère Javier Lezon, qui est le directeur du Institute for Science, Innovation and Society à Oxford. On avait un séminaire autour de ce projet-là il y a quelques mois et il avait utilisé la formule « Le fragment est ce qui ne se brise pas, c'est ce qui reste quand le tout est brisé ». J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça convient assez bien à une situation comme Moissan où en effet, il y a quelque chose qui subsiste au projet et ça nous force en quelque sorte à arrêter de penser au projet comme une entité délimitée, comme une entité qui est restreinte dans le temps et dans l'espace, et plutôt essayer de s'intéresser à comment ça s'étend, qu'est-ce qui en découle et qu'est-ce qui en ressort. Et une autre chose qui est vraiment intéressante dans Moissan, c'est aussi, ça nous force à porter attention au rôle de l'improvisation, au rôle de la malléabilité d'un projet qui a été central, qui a permis à Moissan de fonctionner, premièrement, puis après même de survivre à la fin du financement, si on peut dire. Je dirais pour finir avec Moissan, une autre leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que le travail effectué par la technologie mobile ne peut pas être réduit ici à au seul fait de concevoir un dispositif, un système à un endroit pour en faire la diffusion ailleurs, ou pour le mettre en place ailleurs. Au contraire, ce qui a permis à un projet comme Moissan de fonctionner ultimement, c'est une attention constante qui était portée aux conditions matérielles et sociales, des conditions qui façonnent la manière dont ces technologies-là sont utilisées. Je parlais par exemple des dynamiques de genre et la manière dont les utilisateurs eux-mêmes peuvent changer le projet, le transformer, peuvent l'adapter à leurs conditions de vie, à leur rythme quotidien, à leurs intérêts, etc. Dans le cas de Moissan, à mon humble avis, c'est que ça a été possible à cause d'une proximité très, très grande des chercheurs du Centre de recherche en santé de Nuna avec le terrain. Étant un centre de recherche local, connaissant bien les villages impliqués, étant capable d'y aller, être très présent sur le terrain, ça a permis de transformer le projet aussi souvent qu'il a fallu, aussi souvent que nécessaire, de manière à assurer sa viabilité. Encore une fois, sa viabilité jusqu'à un certain point, même après la fin du projet comme tel. Donc, quand on parle de solutions technologiques à des problèmes sanitaires ou à des problèmes d'infrastructure, des problèmes littéralement sociaux, comme qu'on trouve dans le district de Nuna, je pense que c'est important de se souvenir de l'importance de cette attention-là qu'on porte aux conditions matérielles, sociales, locales et à la capacité d'adapter nos projets en conséquence. Je ne sais pas s'il me reste du temps. J'avoue, j'ai pas. Je pense que je suis pas mal arrivé au bout de mon temps. Je voulais parler de Oui, mon nouveau projet après, là, mais j'ai déjà parlé beaucoup. Donc, peut-être vous laisser poser des questions dans le cas s'il y en a. d'accord. Merci Vincent. Donc, on pourrait prendre des questions. Non?
Euh, Moi, j'avais une question par rapport aux défis technologiques, c'est-à-dire l'installation matérielle. Qu'est-ce que ça a impliqué comme défi, par exemple, pour doter ces villages et ces marraines-là avec quelque chose qui nous semble d'ici de simple et accessible? Qu'est-ce que ça représente comme défi là-bas? Ben, c'est une excellente question, puis c'est un défi important. D'une part, nous, on avait fait déjà un premier sondage, puis on avait été sur le terrain pour connaître la condition de l'infrastructure, pour savoir un peu qu'est-ce qui est déjà présent, est-ce qu'il y a une familiarité avec le téléphone, donc à quel point est-ce qu'il y a une formation qui doit accompagner, par exemple, l'utilisation du téléphone, etc. Donc, c'est un défi il faut comme penser à chacun des détails, hein. Quand il faut, par exemple, offrir la plaque numérique, etc. Moi, j'ai vu des projets, pour dévier un peu, j'ai vu des projets mis en place, que ce soit au Burkina Faso ou ailleurs, par des chercheurs, souvent occidentaux, disons-le, qui arrivent avec des tablettes ou qui arrivent avec des choses et qui n'ont absolument aucune idée, qu'il n'y a même pas d'électricité dans les villages où ils s'en vont littéralement parachuter de la technologie. Donc, le premier défi, c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va travailler, qu'est-ce qu'il y a localement, quelles sont les habitudes des gens. Par exemple, j'en ai un exemple. Avec Mossad, on a vite réalisé que les femmes plus jeunes sont plus habituées de travailler avec le téléphone, mais elles ne sont pas des interlocutrices privilégiées pour parler de grossesse. Mhm. Alors que les femmes plus âgées, elles sont déjà des références dans leur village pour parler de ces choses-là, mais elles ont beaucoup moins l'habitude de travailler avec le téléphone. Donc, c'est Mhm. devenu une forme de décision. C'est qui doit être marraine, celle qui a plus Oui. de... Oui, maintenant, il faut penser à chaque détail. Il faut se penser, il faut littéralement installer une infrastructure. Là. On ne peut pas dire, telle chose est déjà présente, on partait un peu de zéro. Ce n'est pas moi-même là, qui est en charge de l'infrastructure technologique. Mhm. C'est quelqu'un qui travaille dans le Oui. domaine, mais bon, oui, il faut penser à chaque détail et surtout être capable, encore une fois, de Mhm. transformer autant que possible l'infrastructure technologique en cours de route, si nécessaire. Oui. Et est-ce que vous avez remarqué que ça a fait une différence, au moins pendant la période du projet? Est-ce que ça a fait une différence, donc au moins pour ce cas des femmes enceintes et qui accouchent? Est-ce que vous pouvez mesurer un changement? Oui, oui, oui. Je l'ai mentionné un peu rapidement dans la présentation, mais oui, il y a eu une augmentation. Je n'ai pas le chiffre en tête, là, mais c'est quelque chose, 38 d'augmentation là, dans la fréquentation des CSPS parce qu'on avait un groupe contrôle aussi, là, qui était cinq autres CSPS dans le même district. C'est un district il y avait 10 CSPS, puis il y en a 5 qui ont été enrôlés, si on peut dire, dans Mhm. le projet, 5 autres qui ne l'ont pas été. Donc, il y a eu une bonne différence, aussi bien par rapport au groupe contrôle que par rapport au passé, donc aux Mhm. données historiques pour ce district-là. Donc, il y a une différence au niveau sanitaire. Après, comme c'est souvent le cas avec les projets de santé mobile, ils font une différence, mais pas durable. C'est souvent un problème, c'est qu'on Ouais, peut documenter de oui, c'est on a ça, oui. réussi à faire ci ou ci ou ça, mais jusqu'à temps que ça brise, jusqu'à temps que le financement arrête, jusqu'à temps. Donc, Mhm. sur le long terme, est-ce que la différence, ça demeure difficile à dire. Justement, ça me ramène vers mon autre question. Je sais bien, l'objectif, c'est de rendre accessibles par exemple, ici, certains soins à ces villageois. Et euh, l'idée et l'objectif final, est-ce que c'est peut-être assurer la pérennité de la plateforme ou espérer que les autorités locales peuvent apporter leur morceau pour la pérennité locale? Ben, c'est souvent ça qui est un peu l'espoir, là. Mais encore une fois, s'il y a une dizaine de projets similaires, ils ne sont pas tous identiques, mais qui sont déployés dans un pays comme le Burkina Faso, on ne va clairement pas s'attendre à ce que
l'État prenne en charge la mise à l'échelle. Là. Donc, il y a des projets qui, des fois, vont s'étendre sur d'autres districts, vont s'étendre un peu, mais de là à vraiment être intégré dans l'infrastructure de santé d'un pays qui a des ressources limitées. Donc, ça serait une autre leçon. Hein, aussi, les projets qui demandent une technologie trop sophistiquée, une technologie trop chère, disons-le comme ça, qui demande trop de bandes passantes, par exemple, ça ne marche jamais à long terme. Mosan avait cette capacité-là au moins d'être assez minimaliste et c'est sa force en réalité. C'est-à-dire qu'un projet qui aurait demandé justement une tablette et de la vidéo ou quelque chose comme ça, oubliez ça sur le long terme. Surtout si on veut que l'État finisse par prendre en charge les coûts d'un projet comme celui-là à long terme. C'est impossible. Je ne veux pas monopoliser les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions, l'audience? Allez-y. Sont tranquilles? Oui, je ne sais pas. Ils ont tout compris. Moi, puisque je suis ignorante dans la partie sociale et anthropologue, je vais demander à l'anthropologue comment vous expliquez l'aspect volontariat de ces dames, même après la fin du projet. C'est une forme d'engagement. Ça a été vu, Mosan. Excusez-moi, j'ai un chien qui dort à côté qui fait beaucoup de bruit. Il y a une forme d'engagement. C'est que ça montre à quel point le projet. C'est une bonne question parce que, comment dire, le projet, on pense souvent à la technologie, surtout avec la technologie mobile ou même numérique, communiquer de l'information du point A au point B. S'assurer que ça. Dans le cas de Mosan, ça s'est fait. Même si des fois, ça s'est très mal fait et souvent, ça a été très difficile, comme je le disais, pour des raisons technologiques. Mais ce qui s'est vraiment fait, c'est que ça a créé des nouvelles relations entre les marraines et les femmes de leur village. Et ces nouvelles relations-là, elles, on ne peut pas juste, comme on dirait en bon français, fermer la switch et dire « Ah, tout d'un coup, elles n'existent plus parce que le projet est fini. Il y a même des marraines qui, 3 ans après la fin du projet, n'ont pas encore dit au village que le projet était terminé. Donc, il y a des femmes qui pensent encore qu'elles sont payées, qui pensent parce qu'elles veulent s'assurer que de continuer ce travail-là, elles veulent préserver la reconnaissance sociale qui vient avec le projet, elles veulent garder ce rôle-là de marraine. Donc, on a créé des nouvelles relations sociales avec le projet qui dépassent et de loin la simple transmission d'informations ou de données du point A au point B. Je pense que c'est probablement la leçon principale du projet, c'est-à-dire que et ce n'est pas unique à ce projet-là, ça se fait, mais il faut le documenter. On ne peut pas dire est-ce que l'information s'est bien circulée, est-ce que les femmes sont allées consulter davantage? Ah oui, c'est bien, le projet est un succès. Il faut aussi s'intéresser à qu'est-ce que ça a fait dans la vie de ces gens-là, dans leur vie quotidienne. Et ça a fait, dans notre cas, ça a tissé des relations assez fortes et aussi un sentiment d'obligation assez fort qu'elles continuent à le faire malgré le fait qu'elles sont plus payées pour le faire. Ça, c'était surprenant pour moi, c'est-à-dire que le fait qu'elle continue même sans salaire et puis le faire comme ça juste pour continuer, c'est vraiment un excellent résultat et puis ça montre que parfois la technologie peut faire des choses intéressantes. Ça montre aussi la puissance symbolique un peu du téléphone dans ce cas ici. Le téléphone est associé à une forme d'ascension, le téléphone est une valeur qui est associée, qu'on n'a pas la même discussion par rapport au téléphone au Burkina Faso rural qu'on peut l'avoir à Montréal, c'est-à-dire on l'utilise trop, il déshumanise, etc. Ce n'est pas la même discussion. Donc, c'est un autre rapport au téléphone qui est assez intéressant. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je trouve ça important aussi de ne pas trop romancer et de garder à l'esprit que c'est quand même une forme d'obligation qui s'est installée, au sens parce que ces femmes-là se sentent obligées de continuer à faire un travail. Donc, la ligne est toujours mince entre le dévouement positif, disons, et la pression sociale, si on peut dire. OK. Bon, c'est très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a pensé à une question. Oui, j'ai une petite question. Si oui, vas-y, Hamid. Après ça, après la discussion avec Mme Halima, comment vous avez décidé donc
il y a des jeunes qui savent utiliser les cellulaires, et il y a des anciennes qui ne savent pas utiliser, mais ils ont d'expérience, un modèle, etc. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez appliqué des algorithmes d'intelligence artificielle? Comment vous avez fait pour décider? Ben, on n'a pas appliqué d'algorithme. Les décisions ont été faites d'une manière beaucoup plus simpliste que ça. On a été, premièrement, consulter beaucoup dans les familles, consulter, faire des rencontres au niveau du village, au niveau des familles. Il y a eu de la formation qui a été donnée pour... Essentiellement, on a été plus du côté des anciennes, comme vous les appelez, les femmes plus âgées qui ont déjà travaillé, par exemple. Il y a une époque où est-ce qu'au Burkina Faso, il y avait les accouchements se faisaient au niveau du village. Donc, il y a des femmes qui faisaient ça. Donc, on a été un peu pour le respect de cette tradition-là et on a essayé de les former à l'utilisation du téléphone. On étant pas moi-même, mais les gens qui ont formé qui faisaient cette partie-là du projet ont essayé de les former à l'utilisation du téléphone. Dans certains cas, ça n'a jamais fonctionné. Souvent, on a impliqué leurs enfants pour les aider à l'utiliser, etc. C'est presque devenu un projet familial là. Et qui peut amener des enjeux de confidentialité, comme je l'ai mentionné plus tôt. Là. Mais oui. Okay. Au niveau des services offerts, qu'est-ce que vous avez disons, conçu comme service offert? Est-ce que vous avez une liste des services offerts à ces gens-là? Ben, c'est des services assez simples. Souvent, les services existent déjà. On a voulu en favoriser l'accès. Premièrement, c'est des services de consultation prénatale, postnatale. Ça implique aussi de la formation au niveau communautaire. Je n'ai pas pu en parler aujourd'hui, mais les marraines, par exemple, ont donné beaucoup de formation dans des réunions dans les villages. Par exemple, dans le contexte de la COVID, c'est les marraines qui seraient mobilisées pour aller en discuter dans les villages. Donc, il y a eu une question de formation en matière de santé. Donc, ça a devenu un peu les courroies de transmission de ces informations-là des centres de santé vers les villages. Et il y a aussi une aide à la vaccination. Donc, il y a différentes choses comme ça. Là, et les campagnes de vaccination sont très bien rodées et les marraines ont été intégrées dans ces campagnes-là, par exemple, pour s'assurer que tout le monde est au courant qu'il y a une vaccination demain, qu'il y a une vaccination la semaine prochaine, etc. Donc, c'est des services que je vous dirais assez de base, là, si on les prend selon d'autres critères, mais dont le projet voulant améliorer l'efficacité, s'assurer que l'information circule mieux entre les centres de soins et les villages. Merci. Merci beaucoup, Vincent, pour cette excellente présentation. C'était très informatif et on a vu un autre angle de la technologie et son impact et on vous remercie beaucoup. Un plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir tout le monde et puis bonne journée. Vous aussi, bonne journée.